Il dérange, c'est une mouche qui dérange les gens, qui se fait passer pour un Congolais parce qu'il parle les 4 langues du pays. Mais quand on parle les 4 langues ici, il y a des Congolais qui parlent toutes les langues sud-africaines. Ben, ce n'est pas d'une manière osmosique qu'on va directement devenir sud-africain. Il y a un mécanisme de naturalisation. Et le pays est libre de te naturaliser ou de ne pas te... Tu n'es pas un Congolais. Et tout celui qui ose continuer à dire que tu es Congolais va nous retrouver sur son chemin. Donc, Kamere, ce n'est pas un opposant. Kamere a tenu le Parlement. Il joue un rôle néfaste d'affaiblir ce qu'on peut appeler l'opposition mal organisée du Congo. Il a été au Parlement. C'est quelqu'un qui décourageait presque tout le monde qui voulait dire quelque chose au Parlement. Il a été secrétaire général de leur PPRD, qui n'est pas un parti congolais d'ailleurs, c'est un parti rwandais créé par Kagame au Rwanda, ce n'est pas un parti congolais. Et puis, il a sorti un livre. Mais n'ayons pas une mémoire courte. En intitulant un livre, pourquoi j'ai choisi Kabila? Mais lisez ces livres. Mais ce sont des panégyriques qu'il lance vis-à-vis de son maître, Kabila. C'est lui qui a osé dire un jour que le soi-disant Kabila détient une licence en droit par correspondance d'une université californienne de l'Amérique. A-t-il déjà prouvé cette licence, montré ça à la population congolaise? Mais c'est ce même type qui se présente devant vous et qui se dit, il est opposant, il est président d'un parti congolais, il lutte pour... Non, ce sont des agents de Kagame qui sont bien connus, que nous devons éliminer comme il nous élimine. Si il continue à nous éliminer, c'est parce qu'il ne trouve pas une opposition violente auprès de nous. Il trouve une opposition prostituée. Ça signifie une femme que vous baratinez, qui ose résister, dès que vous lui présentez un peu quelques billets, dès que vous lui promettez, je vais te faire sortir, nous irons en excursion, nous irons en voyage, je vais t'acheter ceci et cela, la femme, malgré sa beauté, elle tombe. C'est la même chose avec l'opposition congolaise. C'est une opposition prostituée. Ce qui leur manque, c'est d'avoir le partie génitale de la femme. C'est tout ce qui leur manque. Et peut-être ils en ont parce que ils sont dans des loges maçonniques où on les sodomise, en général. Donc, ce sont des femmes en pantalon, ce sont des femmes en cravate, la plupart des opposants congolais. Nous devons constituer une opposition patriotique et violente. Un peu une opposition à l'islamiste, aux djihadistes, bien que je ne sois pas un musulman, mais quoi qu'il arrive, l'Occident respecte les Arabes parce qu'ils répondent du tic au tac. L'ennemi ne peut vous respecter que quand vous faites du tic au tac. Mais quand vous devenez le marchepied, mais il ne va jamais cesser de vous piétiner. Pour terminer, nous connaissons l'histoire du Rwanda, que le roi rwandais s'asseyait sur une chaise comme ça, n'est-ce pas? Et les Hutus mettaient leurs pieds là-bas, lui s'asseyait sur les mains des Hutus et les pieds de la chaise du roi du Rwanda étaient sur les mains des Hutus. Nous connaissons l'histoire. Donc, ils ont cette culture de torture, d'hégémonistes. Et nous, les Bantous, nous avons la culture religieuse qui fait qu'ils sont entrés dans un parc animalier où, s'ils veulent tuer un animal aujourd'hui, ils choisissent aujourd'hui où on va tuer cet animal-là, il est grassé, cette graisse, on va la manger. Et on a besoin de tel animal. Donc, ce sont des hégémonistes qui sont là pour tuer les gens. Nous devons prêcher la culture de violence à nos enfants pour défendre le pays.
Et ce n'est qu'après que nous verrons. Si pas, nous n'avons pas d'avenir, nous sommes appelés à disparaître. Voilà, ça c'est une réflexion et un message que M. Kilele lance à la population congolaise, ceux qui sont au niveau de la RDC, au niveau de la diaspora et au niveau de l'international, partout où vous vous trouvez, chers compatriotes. M. Kilele, nous évoluons parce que nous sentons que vous avez vraiment un fardeau, que vous avez vraiment le souci que la RDC soit le pays qu'on a connu, qu'on a toujours voulu avoir. Entre guillemets, le premier dialogue a échoué, si on peut le dire, ça a échoué, parce qu'il y a eu des traîtres. Il y a maintenant un second dialogue qui se prépare. Je ne sais pas s'il faut appeler ça inclusif ou exclusif, parce qu'il y a de ceux-là qui se retirent, qui se sont retirés, ils se disent que non, ce n'était pas ce qu'on a connu, même la Constitution n'a pas dit non, pas respecter la Constitution, ainsi de suite. Votre point de vue concernant le second dialogue, parce qu'il y a aussi un calendrier électoral qui a été aussi lancé après le premier dialogue. Votre point de vue là-dessus. Moïse, Katumbi, Etienne Tshisekedi, feront-ils partie du second dialogue ou pas? Qu'ils soient là ou pas, ce n'est pas ce qui va résoudre la crise au Congo. Il peut y avoir un troisième, un quatrième dialogue. Ce n'est pas ça qui résout la crise au Congo. Et vous venez de parler des traîtres. Mais qui n'est pas traître parmi tous ces gens-là? Quand vous acceptez d'entrer dans les rôles de dialogue, vous êtes déjà un traître. Parce que je ne pense pas qu'on prend l'arme et on pose à la tête de ces gens ou derrière on dit non, entrez, entrez. Si vous n'entrez pas, nous allons vous tuer. Ce sont des messieurs qui entrent bien cravatés, ils sont en veste, bien habillés, bien parfumés. Ils ont leur tête tranquille quand ils entrent dans ces salles-là. Ouais, ça. Ils ont leur conscience. Mais ils n'y vont pas pour les intérêts du pays. Ils sont tous des traîtres. Vous voyez, le fait d'entrer dans la salle, c'est déjà être traître. En fait, nous avons affaire à la classe politique qui conspire contre la population. C'est une conspiration contre la population congolaise. Et les Congolais doivent comprendre que toute la classe politique congolaise qui est au gouvernement et qui est à l'écart, mais qui collabore avec le gouvernement, ce sont des conspirateurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec des conspirateurs? On doit tuer les conspirateurs. Nous devons aller les attaquer, que ce soit au Parlement, que ce soit au Sénat. Nous devons torchonner toutes ces maisons. Nous devons les tuer là-bas. Ça s'est passé comme ça quand Staline l'a fait à Stalingrad, à Moscou. Hein? Les bolcheviks, quand ils ont pris le pouvoir, ils sont allés attaquer les parlementaires, ils ont bombardé le Parlement. Mais on a reconstruit. On doit faire la même chose. Tous ces gens-là, on doit les attaquer. Tshisekedi, mais Tshisekedi a fait de l'opposition une carrière. Qu'est-ce qu'il a apporté au Congo? Il a apporté quoi? Hein? À part un dictionnaire de slogans. C'est tout ce qu'il a apporté. L'UDPS vaincra. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. Après ça, on nous parle de l'impérium. Avant l'impérium, pays des droits. Après le pays des droits, l'impérium. Après l'impérium, maintenant on nous parle de carton, ou je sais, de carton jaune ou orange, tout ça. Ça va où? Vous savez? Pendant un moment, il m'a tellement marqué quand j'ai utilisé parfois une expression que lui et le fait Kabila avaient utilisée, que la population doit se prendre en charge. Ce n'est pas ça le langage d'un leader. Dans une de mes interviews, je l'avais aussi utilisé, mais je m'excuse à nos compatriotes. Un leader ne peut pas dire la population doit se prendre en charge. C'est à exclure complètement. C'est comme vous êtes un commandant de troupes, vous êtes encerclé, bientôt vous allez tomber dans l'embuscade et vous dites à vos troupes, écoutez, débrouillez-vous, hein? Mais c'est vous qui êtes le commandant des troupes. Mais vous pensez que le phénomène dit carton rouge, carton jaune, le marche des villes mortes chaque le 19, on a commencé avec le 19 octobre,
19 septembre, octobre, et puis bientôt là, ça sera le 19 septembre, et enfin, ça sera le 19 décembre. Vous pensez que ça ne va pas aboutir à quelque chose? À rien. Je vais y arriver. Et rappelle-moi si j'oublie. Okay. Donc, je disais que toutes ces expressions qu'il nous a données n'ont rien produit. Et le leader doit se sacrifier. Vous voyez ça? Bon, moi, j'emploie des gens. Hein. J'emploie une centaine de gens. Il y a des fois, ma société n'a pas d'argent. Hein. Je ne dis pas aux employés, écoutez, prenez-vous en charge. Hein. Prenez-vous en charge. Je ne dis pas ça. Je ne dis jamais ça. Moi, je trouve des solutions pour payer les salaires d'une centaine de gens que moi j'emploie. Je ne leur dis jamais que prenez-vous en charge. Quand vous dites que prenez-vous en charge, vous démissionnez du rôle de leadership. Alors Tshisekedi doit s'effacer. Parce que ce n'est pas ça un langage et une attitude d'un leader. Un leader, c'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui va devant, c'est celui qui embrasse le feu. Alors, le phénomène des cartons, comme vous venez de le dire, ce sont des distractions proprement dites. Ça ne va aboutir à rien, mon compatriote. Même dans les guerres classiques, hein, on n'avertit pas à un ennemi que je viens d'attaquer. Vous ne pouvez pas avertir à l'adversaire que je viens d'attaquer. Ce n'est pas un match de football, hein, ce n'est pas la boxe. Vous voyez ça? Bon, vous commencez le 19, le 20 novembre ou je ne sais pas octobre, quand on a tué nos enfants. Eh bien voilà, on change de poste. Non, maintenant c'est le 19 décembre. Mais quand vous avertissez l'ennemi, mais il est en train de se préparer aussi. Il est en train de s'armer parce que vous l'avertissez que vous arrivez. N'est-ce pas? Ben, écoutez, il va affûter les armes pour résister, si pas pour vous briser. Donc, ça ne va aboutir à rien. Et pourquoi nous devons attendre 1 mois et 2 mois? L'action qui a commencé ce jour où on a tué nos enfants, nos compatriotes, devait se poursuivre continuellement, quotidiennement, pour montrer à l'occupant, à l'ennemi et à leurs collaborateurs que le peuple congolais en a marre. Mais vous faites une action et puis vous allez au citron, vous faites une action, vous allez au citron, il est en train de s'armer, il change de mécanisme. Écoutez, qui nous tue à millions? Les Rwandais s'en foutent éperdument. Bon, nous devons savoir ça. Ils s'en foutent éperdument. La vie des Congolais, la vie d'autres gens. Ce n'est pas parce qu'ils ont un objectif qu'ils veulent accomplir. C'est s'emparer du Congo. C'est éliminer les Bantous. Se prendre le pays, l'occuper. Nous devons éviter 2 phénomènes. Lequel? Ce n'est pas 3. Le premier phénomène, c'est le phénomène palestinien. Nous devons éviter qu'un jour, nous nous mettions à quémander la nationalité d'un pays qui était la nôtre. Parce qu'étant occupé par des envahisseurs. Regardez la Palestine. Vous qui racontez vos bêtises bibliques, Israël, le pays qui a été donné par Dieu aux Juifs, c'est pas vrai. C'est bien connu que la Palestine appartient aux Arabes. L'État juif n'a jamais existé bien avant. C'est une histoire. Israël a commencé à exister en 1945-48 avec David Ben Gurion. Après que le Parlement anglais, de connivence avec la France, la Belgique et l'Amérique, ait acheté au travers de la famille Rothschild la terre palestinienne pour commencer à y envoyer des Juifs pour venir y habiter. Tuant les Arabes, les éliminant. Aujourd'hui, les Arabes errent à travers le monde et sont en train de quémander leurs terres occupées. Mais vous, les religieux, vous continuez à dire que c'est leur terre qui leur avait été donnée, par Dieu. Un faux Dieu, Dieu inutile. Ça, c'est le premier exemple. Nous devons éviter d'arriver à ce point-là, où nous quémandons, Voilà ce que sont devenus les Palestiniens. C'est tous les jours qu'ils vont aux Nations Unies. Hein? C'est tous les jours qu'ils vont aux Nations Unies pour qu'ils aient une portion de terre. On a commencé avec les négociations d'Oslo, les négociations de Camp David avec Yasser Arafat.
On les a trompés en leur donnant des prix Nobel de la paix. Mais l'occupant juif continue à construire des maisons de colonies sur une terre qui n'est pas la sienne. Nous allons arriver à ce niveau si nous continuons avec l'indolence pacifiste. L'autre exemple, c'est quand les Européens ont commencé à envahir l'Amérique. Je ne parle pas des États-Unis. Je parle de l'Amérique, du Mexique jusqu'en Argentine, jusqu'au niveau du Brésil. Mais prenons l'Amérique elle-même, les États-Unis. Comment est-ce que les Européens ont décimé ce qu'ils appellent les peaux rouges? Moi, je n'ai jamais vu une personne qui a une peau rouge dans ma vie. Bon, ils appellent les Indiens, ce sont des peaux rouges. Mais on les a mis dans des camps de concentration. On les a inoculés de maladies. Les peaux rouges qui sont les propriétaires terriens, est-ce que vous le voyez en Amérique? Les tribus Sioux, les tribus Karoka, tout ça, est-ce que vous voyez les Indiens? On les a décimés sur leurs propriétaires par les migrants européens. Et un dernier exemple qui n'est pas tellement connu, c'est par exemple la race noire. Vous voyez ça? Parce qu'il n'y a qu'une seule race au monde, c'est la race noire. Le blanc provient du noir, qu'on le veuille ou pas. Mais biologiquement et scientifiquement, c'est prouvé, les blancs sont les enfants des noirs. Parce que le noir produit l'albinos. Et les blancs, ce sont des mutations de l'albinisme. Ce sont des albinos. Donc, ce sont nos enfants. Je voulais donc parler de la façon dont la race noire a commencé à disparaître à travers le monde. Mais c'est l'homme noir qui a occupé l'Europe, qui a occupé l'Inde. Regardez tous les Asiatiques. Regardez leur nez, malgré la couleur de la peau. Regardez un Japonais, mais il a un nez noir. Regardez un Chinois, il a un nez noir. Regardez un Vietnamien, un Coréen, ils ont tous le nez noir. Ce n'est que la pigmentation qui change, mais qui ne dit pas même si on doit vérifier leurs hémoglobines pour voir l'ADN. Peut-être ils ont aussi des mélanines comme nous. Et d'ailleurs, quand vous allez au Japon, vous allez rencontrer les Japonais qui ont des noms congolais. Vous voyez ça? Je voulais dire, quand vous allez par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande, vous allez en Tasmanie, il y avait des noirs de peau. Les migrants anglais ont décimé tous ces noirs. Nouvelle-Zélande, même, c'était occupé par des noirs. On a décimé tous ces noirs là-bas, par ce que nous appelons les blancs, nos enfants blancs. Vous voyez ça? Parce qu'on a manqué la culture de la résistance, la culture de la violence. Et alors, nous devons tout faire pour ne pas arriver à ce point-là où nous allons quémander la nationalité, nous allons quémander les terres, nous allons quémander des passeports. Nous devons être capables de nous protéger par un mécanisme patriotique. Et éviter des leaders qui nous endorment. Les Tshisekedi, comment il s'appelle le type de Bandundu là, celui qu'on appelle le patriarche, je ne sais pas, Kizenga ou Gizenga. Bon, ça, ce sont des gens finis. Ouais, ça. Ce sont déjà finis. On doit s'en écarter parce qu'ils n'ont donné aucune contribution aux Congolais. On a besoin de combattants. Hein? Pas des gens qui nous font endormir. Merci beaucoup, Prof Kilele. Si vous venez juste de nous rejoindre de tout à l'heure là, vous êtes toujours branché dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Bolowa. Merci d'être branché dans votre site internet www.congodialogue.com. Nos numéros sont dans vos petits écrans. S'il vous plaît, s'il y a des questions à poser, vous voulez que Prof Kilele revienne encore avec, vous sentez qu'il y a tant d'autres raisonnements, réflexions qu'il est en train de pousser. Cela nécessite quand même vraiment une spéciale émission, une spéciale interview avec lui. Monsieur Kilele, avançons un peu tout petit peu. Je parlais des élections. Les cartes rouges, les cartes noires, je ne sais pas quelle carte encore, les 19. Je crois que j'ai aimé votre intervention. Vous ne pouvez pas lancer un défi à votre ennemi tout en disant que je viendrai demain vous attaquer. Obviously, l'ennemi va s'apprêter, bien sûr. Vous voyez, alors, vous suivez comment nous évoluons avec Prof Kilele. Prof Kilele, dis-nous un peu, aujourd'hui, si Prof Kilele
devient président de la RDC, vous allez commencer où? Parce que je crois que cette question serait posée peut-être à nos téléspectateurs. Ah, ce monsieur-là parle très bien. Il a des bons raisonnements, comme tant d'autres Congolais, n'est-ce pas? Beaucoup de réflexions. Mais aujourd'hui, si Prof Kilele l'ont dit, aujourd'hui, Prof Kilele, après le 20 décembre, hein, Prof Kilele est couronné président de la République démocratique du Congo. Vous allez commencer où? Dans tout ce que j'ai dit ici, j'ai déjà donné mon programme. Oui. Mais je vais toutefois éclairer ça. Et pour rentrer dans ce que je disais, Oui. on n'avertit pas un ennemi. Il faut toujours profiter des effets de surprise.